À Bruxelles. Alors Pierre, avant de laisser la parole à Claude Rappé, j'ai lu une interview que vous avez accordée ce matin à la dernière heure avec un titre assez étonnant, un ex-cancre devenu un père attentif aux résultats scolaires. Oui. Et ça veut dire que... Ils en font un peu trop. Hein. Ils en font un peu trop. Ils en font un peu trop, oui. Ça veut dire que vous êtes par exemple sensibilisé aux problèmes des enseignants actuellement? Donc je suis ni vraiment un authentique ex-cancre, ni un authentique père attentif, je pense les deux. Je suis sensible aux problèmes des enseignants parce que je pense que ça touche une corde sensible, évidemment, les parents et les enfants. Mais je constate quand même que dans d'autres pays européens, par exemple la France ou même aux États-Unis, il y a de graves problèmes avec l'enseignement. Et c'est vrai que ça me fait un petit peu peur parce que je ne pense pas que c'est le genre de problème qu'on pourra résoudre avec des bons repas, des chèques repas, ça c'est vrai. Et que notre avenir, quand même, à travers nos enfants, si on veut être présent et compétitif et dans le monde de demain, c'est vrai que l'enseignement doit être un petit peu notre fer de lance quelque part, ça c'est clair. Malgré que je n'aimais pas beaucoup les études, mais c'était une autre époque, il y avait la musique, le rock'n'roll, etc. À ce moment-là, vous étiez l'affrontement avec les parents et les enseignants, mais je pense que c'est une page qui est tournée. Et c'est un fait évident que si on n'a pas un minimum de bagages demain, on n'y sera pas. Vous aviez-vous choisi votre voie très tôt? Ouais, j'ai eu cette chance-là de savoir très vite ce que je voulais faire. J'ai vu d'autres titres dans la presse, notamment Prophète dans son pays. Ça, c'est une chose que quand même beaucoup de chanteurs ont eu difficile. Je pense même Brel a eu des problèmes au départ, en tout cas. Alors, vous considérez que vous êtes un prophète dans votre pays, c'est-à-dire que vous êtes reconnu dans votre pays comme étant un grand chanteur? Disons que c'est un secret pour personne. Ça marche plutôt bien depuis quelques années pour moi. On a un peu oublié toute l'époque où vraiment c'était très difficile. Et lorsque je chantais devant 15 personnes, effectivement, on ne faisait pas beaucoup d'articles dans les journaux. Ça ne méritait pas. Bien, quoique je trouvais que c'était intéressant de faire un papier sur un gars qui chante dans une salle de 2000 places avec 15 personnes dedans. Pourquoi pas? Ça peut faire un excellent reportage. Enfin, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, ça fonctionne très bien. De là à dire prophète dans son pays, il y en a quand même d'autres que moi. Je ne suis pas le seul. Ouais. C'est une façon élégante et gentille de dire que j'ai la reconnaissance d'un public chez moi. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont assisté à cette série de concerts. Il faut dire que vous avez choisi aussi des endroits particuliers où il est parfois plus difficile de chanter. Vous n'avez pas seulement fait des grandes salles de concert, vous avez aussi été chanté même dans un hôtel de ville, je crois. Enfin, des endroits où il faut s'adapter, je crois. Oui, enfin, disons que cette année-ci, on a plutôt essayé d'aller vers les gens, vers le public, là où ils se trouvent. Pendant quelques années, j'avais un peu privilégié Bruxelles. Des aventures comme Forêt Nationale ou le Cirque Royal. Ici, c'est un peu le contraire. On a privilégié la province. On a d'ailleurs démarré et créé ce spectacle au Forum de Liège. Et nous terminerons à Bruxelles dans une salle un peu plus intime et dans un lieu différent. C'est ça. Voilà, au Studio Galerie, dans les Galeries Louise, un endroit où j'ai jamais joué. Donc c'est toujours un petit peu amusant et excitant de rencontrer le public dans un endroit où encore on n'a jamais chanté. C'est vrai que comme j'ai fait pas mal de concerts, il n'y a plus beaucoup d'endroits où j'ai pas vraiment chanté. Voilà. On se posait une question avec Philippe tout à l'heure, en sachant que vous alliez venir. En fait, vous avez été reconnu en France, ça a très bien marché pour vous. Vous êtes passé sur les antennes et les ondes françaises. Oui, mais justement, parce que ça va vraiment marcher. Non, mais justement, on se demande finalement si c'est un choix ou bien si c'est un contexte du show business ou comment se fait-il que pour le moment vos disques ne passent pas sur les ondes françaises? Je pense que le métier en France, le business français, n'est pas persuadé qu'il pourrait faire des bonnes affaires avec mes chansons et l'artiste entre guillemets que je représente et que je suis. C'est une question de business en fait. C'est un choix commercial des Français. Je pense, oui, c'est une question. Vous savez, c'est un métier où il faut un peu de la chance. Mais j'aime pas le côté chance, malchance, etc. Je dirais plutôt une part de hasard. Mais le hasard, c'est tout de rencontrer les gens qu'il faut quand il faut, quoi. Et donc, les gens qui sont intéressés et intéressants, qui peuvent se dire, tiens, avec ce gars-là, je pourrais faire du blé, au bon moment. Si vous arrivez un peu trop tard ou un peu trop tôt, il faut attendre que les choses se mettent en place. Donc, j'ai frôlé quelquefois la bonne occasion, comme on dit, et puis ça n'a pas pu vraiment se conclure parce que les caprices du marché étaient tels que je ne représentais pas le prototype du produit qu'il voulait, disons, promotionner afin d'éventuellement faire de heureux bénéfices. La porte est ouverte, ça peut encore arriver, je veux dire, ça peut revenir. Oui, mais je crois qu'il faut vraiment regarder les choses en face, c'est comme ça. Ils font de l'argent. Il n'est pas nécessaire non plus de quitter la Belgique pour la France, de quitter Verviers pour Paris, pour essayer de s'imposer en France? Oui et non, je pense que quand même j'ai un certain nombre de disques et de chansons derrière moi qui prouvent que j'existe et des scores qui sont là et une scène qui existe il y a une époque où ces disques sont sortis en France, où je représentais peut-être une hypothèse de marché et de bénéfices. C'était un contexte un peu différent et j'habitais à ce moment-là à Baptiste-Verviers. Je pense qu'il y a d'autres de mes collègues, que ce soit Soul Sister qui font une carrière internationale ou
Correa con Dios qui habite Bruxelles ou La Fontaine, quand ça a démarré, il était toujours en Belgique. Enfin, cela dit, Philippe Malherbe a quitté Verviers, mais il y retourne souvent parce que c'est une ville formidable et on aime bien. D'ailleurs, ça a très bien marché pour vous là-bas. Vous étiez un peu un enfant du pays. Je sais que vous aimez la musique, alors si vous permettez, on va parler d'une autre musique, bien que les décibels, c'est pas mal non plus. Il s'agit du Philharmonique de Liège. Vous connaissez certainement Pierre Bartholomé qui fait une tournée aussi dans notre pays pour l'instant, avant de partir au Japon, où nous le suivrons d'ailleurs avec RTL TVI. Nous suivrons la grande tournée du Philharmonique de Liège. Alors, c'est toute autre musique, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas du Pierre Rapsat, mais de Mahler, et notamment de Mozart, la flûte enchantée. Nous avons eu l'occasion d'enregistrer une toute première répétition, on appelle ça même une première lecture, donc je crois que les mélomanes devront quand même prendre ça avec quelques réserves, mais c'est quand même proposer maintenant un extrait d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Incidence, qui existe depuis 1985. Christine Lefort en est la chorégraphe. Vous allez voir une création que propose le Botanique à partir du 6 novembre jusqu'au 17 novembre, avec des danseuses assez extraordinaires. On pourrait traduire en fait le travail de ces danseuses, l'ivresse ludique, ce sont les termes que je reprends de leur texte, recherche éperdue de l'autre, enfin bref, effectivement, ça symbolise un peu le vide, la folie, une danse un peu brisée, c'est d'ailleurs le titre, La ligne brisée, cette création de cette pièce. Et de cette pièce aussi d'ailleurs. Oui, d'accord. Alors, c'est une musique de Denis Pousseur. On pourrait imaginer que c'est comme ça, puisqu'il s'agit de frères et sœurs. Il s'agit en fait de Marianne Pousseur, la fille plutôt du compositeur, et puis la sœur de Isabelle. Ça décolle bien, quoi, hein, quand on va vous voir. Ça décoiffe, oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la musique qui va plus vers le rock et qui lâche les décibels dans la salle, ça peut quand même créer l'intimité? Oui, bien sûr. Disons que moi, le rock, c'est ce qui m'a donné l'envie d'aller acheter une guitare. Donc d'apprendre à jouer d'un instrument et de découvrir la musique à travers le rock. Donc le rock est un petit peu la base, le terreau dans lequel, n'est-ce pas, la musique a grandi, si je peux me permettre ces images. Mais bon, ça m'a fait surtout découvrir la musique et plein d'autres choses. Et je crois qu'il y a assez de grands groupes et de grands artistes, qu'ils soient rock ou non, qui ont parvenu à mélanger les deux, à savoir l'émotion, l'intimité, et puis la force, un certain lyrisme ou un certain punch, qui fait effectivement partie du rock'n'roll et qui était le côté excitant de la musique, quoi. Et l'important, c'est de s'entourer aussi. Je pense qu'il y a un light show, mais il y a aussi tout un nouveau groupe. Enfin, on en a déjà parlé. Oui, mais c'est un métier d'équipe, ce sera toujours un métier d'équipe. Un acteur à lui seul, même s'il est génial, ne peut pas faire son propre film lui-même et tourner tous les seconds rôles, ni les rôles aussi importants que le sien. Bon, moi, je fais partie d'une équipe, effectivement, et même si c'est moi qui écris le scénario, même si c'est moi qui ai le premier rôle, je pense que s'il n'y avait pas autour de moi d'excellents éclairagistes, un excellent nouveau groupe et un enthousiasme de la part de tout le monde, le spectacle et la magie ne sera pas forcément au rendez-vous à chaque fois, comme ça a été heureusement le cas lors de cette tournée. Alors vous êtes aussi c'est bien de le dire à chaque fois, c'est vrai. De préparer, je crois, encore un nouvel album. Je dis encore, c'est pas péjoratif, hein, parce qu'en fait, je crois qu'il faut toujours enchaîner. Je comprends. Rapsat, c'est pas fini. Hein, ça commence peut-être, on pourrait dire. Et Pierre Rapsat était un plaisir et doit le rester. Mais oui, c'est ça. Les nouvelles aventures de Tintin, voilà, sont en cours d'écriture et déjà certains titres ont commencé à être enregistrés. Je suis incapable de dire quand cet album sera terminé. S'il doit prendre 2 ans, il prendra 2 ans, même si j'ai très bien démarré. Mais je vais prendre mon temps pour bien le faire. Il est possible qu'entre les deux, un best-of arrive. Il est possible aussi qu'au Studio Galerie, jeudi prochain, on enregistre une partie du concert live. Il y aura peut-être quelques extraits live de certains titres sur le prochain album. Je regarde un peu. Bon, on va y aller avec Philippe. Alors, parce qu'il a une très belle voix aussi, il s'est chanté dans la salle et tout. Merci Pierre. Merci. Alors, je pense qu'on n'a pas le temps de voir... Si, parfaitement, mais je croyais que vous alliez le lancer. Ah non, je pense... Eh ben, je vais le faire, alors très bien. C'est un enregistrement que nous avons fait dans Disque qu'on aime, d'une chanson à vous, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est Où tu veux, quand tu veux. Ah, d'accord.
wallonne, la première depuis longtemps. Demain, il achève son tour de chant à Bruxelles au Studio Galerie, dans les Galeries Louise, Christophe de Borsu. C'est un souvenir de Forêt Nationale qui, je pense qu'en toute modestie, je peux le dire, était un concert qui unanimement a été reconnu, donc ça me rassure. C'était un grand moment pour moi et apparemment pour les gens qui y étaient. La magie était au rendez-vous. Mais le premier quart d'heure, c'est tellement vaste qu'on ne perçoit moins les applaudissements. C'est très curieux comme sensation. Il faut un certain temps pour se dire est-ce que le public aime, est-ce que ça fonctionne. En plus, on voit rien. C'est un immense trou noir. Hein. Et à partir du moment où on sent cette vibration qui arrive, là, ça prend une dimension tout autre, évidemment, que ne peut pas vous donner une petite salle. C'est autre chose. Mais la petite salle, c'est une étreinte un peu plus personnelle, disons. Pour moi, la maturité, c'est, je pense que non seulement le plaisir que j'ai de chanter, de faire ce métier est resté intact, mais je dirais qu'il est encore plus vif maintenant. Il est encore plus accentué. Mais avoir cette satisfaction-là, de maîtriser son sujet et son propos, c'est peut-être ça, la maturité. Alors, si c'est ça la maturité, je l'accepte bien volontiers. Bien que pour moi, un grand professionnel doit rester un authentique amateur quand même. Je suis quelque part une énigme dans la profession. Hein. Comment ça se fait que c'est si difficile de passer une frontière, alors que l'on pourrait croire le contraire. Bon, parce qu'il y a la frontière de l'argent et du business aussi, dont on ne parle jamais. Vous êtes quelqu'un qui écrit des chansons, qui enregistre des disques, qui a un certain succès dans un pays ou l'autre. Alors il y a des gens dans un autre pays qui se disent, est-ce que dans notre pays à nous, on peut faire du blé avec ce type? C'est la seule question qui les motive réellement. Est-ce qu'on peut faire du fric avec Rhapsat, par exemple? Le jour où quelqu'un sera persuadé de faire du fric avec Rhapsat, je vous garantis que ça sortira demain matin. Vous en êtes persuadé que c'est possible de faire du fric avec vous en France? J'aimerais bien... J'aimerais bien faire gagner un peu d'argent aux personnes qui travaillent avec moi pour changer un peu. Donc demain, ce n'était donc Pierre Rhapsat. Prochain rendez-vous de l'information, 18h30 Paul Germain, 19h30 JT1 avec Jacques Bredin. Il voit les arbres pousser sur une table dans un jardin japonais. Il a des fleurs par milliers, impérissables, les murs en sont tapissés. Souvent il joue au ballon dans un coin du living avec une balle de ping-pong. Il trouve ça chouette un building, l'enfant du 92e. Un placard et son grenier, ses grands espaces, un appareil de télé. La nuit, les flattes éclairées du bloc en face sont des lucioles figées. L'école est dans la cité, il fait en ascenseur le chemin des écoliers. Il rentre toujours à l'heure, l'enfant du 92e. L'enfant du 92e. Dans l'océan, de sa baignoire, les mailles c'est le sable blanc. Il part au Sahara quand un soleil rare sur le balcon se répand. Il sait comment patiner l'été comme en hiver sur un parquet bien ciré. Il réinvente l'univers, l'enfant du 4.